14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Certains l'appellent notre diable intérieur, d'autres la petite voix qui nous veut du mal. J'avoue que j'aime assez bien ce terme de saboteur, et c'est ce qu'utilise Christophe Médicis, qui est mon invité aujourd'hui, et je trouve ça assez représentatif de toutes ces croyances, de ces peurs qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être heureux et d'oser entreprendre des projets peut-être un peu plus ambitieux, ou en tout cas plus en relation avec qui on est vraiment, plus en relation avec nos vrais désirs et nos vraies envies. On va en parler avec vous, et puis surtout on va vous aider à tordre le cou de ce saboteur. On a tous, de toute façon, un saboteur en nous. Alors en général, il vient de l'enfance, quand on a dû obéir à nos parents ou qu'on a cru respecter les désirs de nos parents. Mais ce saboteur nuit à notre bonheur. Donc je vous propose de venir nous en parler. Et puis en général, ce saboteur nous hante depuis très longtemps. Mais et ça, c'est la bonne nouvelle, il n'y a aucune fatalité. Il est vraiment tout à fait possible de le faire taire. Peut-être pas toujours définitivement. De temps en temps, il va essayer de refranchir la porte. Mais je vous assure que ça marche. Alors, qu'attendez-vous pour venir nous rejoindre? Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christophe Médicis. Bonjour Brigitte Lahaie. C'est un vrai sujet, ce thème qu'on aborde aujourd'hui. Évidemment, on va peut-être plus l'aborder sous le terme, dans le domaine de l'amour, mais pourquoi pas? Parce que de toute façon, quand on a notre saboteur, enfin quand on arrive à le repérer, notre saboteur, on voit bien qu'il a les mêmes actions dans tous les domaines, en quelque sorte. Bah oui, Brigitte, qui en parlons vrai, n'est-ce pas, sur Sud Radio, qui n'a pas eu la sensation un jour de saboter un rendez-vous galant? Qui n'a pas eu la sensation, même parfois assez pire, de saboter une histoire d'amour qui démarrait dans les premières semaines parce que c'était une époque où il était un peu, comme disent les jeunes, en bad, dans une période où il n'était pas bien. C'était peut-être une histoire jouable, mais son saboteur... quand j'écrivais le livre Libérer votre cerveau de son saboteur... C'était aux éditions d'Angle. Chez d'Angle. Je me rappelais de cette pièce de théâtre, à l'époque où je faisais du théâtre. En 1941, Sartre avait écrit Huis clos. Et dans Huis clos, évidemment, il dit cette phrase ritournelle qui revient: l'enfer, c'est les autres. Eh bien, en 2024, je dis l'enfer, c'est pas forcément les autres, mais l'enfer, c'est notre saboteur. Et vous avez eu tout à fait raison dès le début de l'émission de dire qu'on en a toutes et tous un, moi le premier. Donc tout le monde a un saboteur. Après, volins nolins, il n'est pas aussi puissant chez chacun. Il y a des gens qui ont un saboteur très puissant, d'autres un peu moins puissants, d'autres il est minime. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des outils relationnels anti-saboteurs. Donc ce qu'on propose aux éditeurs de l'émission Lahaie sur Sud, c'est hashtag balance ton saboteur. Allez, au lieu de balancer ton porc, on va balancer notre saboteur parce que c'est possible, Brigitte. On peut le balancer. Alors déjà, Christophe Médicis, comment on repère notre saboteur? Quel conseil vous pouvez donner déjà dans un premier point? Tout premier conseil, notre saboteur, il passe par nos pensées et nos paroles. J'ai appelé ça la sablangue. J'adore. Voilà, il y a 9 langues dans 1984 d'Orwell. Moi, j'ai créé la sablangue. Faites attention aux pensées qui passent dans vos têtes. C'est pas si simple, mais quand tu as des pensées du style, j'appelle ça moi les pensées automatiques négatives, tu n'as aucune valeur, tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas, ça sert à rien, tu ne le mérites pas. Qui oui. es-tu pour vouloir ça? Pour qui tu te prends? Vous avez parlé évidemment ça vient d'injonction parentale. Dans la vie, t'as pas le droit de faire ça. On t'interdit d'avoir une grande vie. Bien, ça c'est les pensées. Et puis les paroles. J'ai mis en exergue du livre, fais attention à ton mode de pensée, à ta façon de parler, ils peuvent bien devenir la prophétie de ta vie. Qui a dit ça? Freud, Klein, Jung, Reich? Pas du tout. Saint François d'Assise au XIIIe siècle, le père fondateur des ordres mendiants. Déjà 7 siècles avant les révolutions, il savait que ce qu'on pense et ce qu'on dit crée parfois notre quotidien et notre destin. Bien sûr. Bien sûr. Donc, suivant la... Alors, il est évident, Christophe Médicis, que plus on a une bonne estime de soi, moins notre saboteur est puissant. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut entendre. C'est une corrélation évidente. C'est-à-dire que comme le sentiment de ta valeur, c'est ton estime de toi, tu as tout intérêt à avoir une estime de toi plus haute et à rehausser. De toute façon, l'idée aussi, c'est que c'est pas gravé en lettres de marbre. Ça se travaille, ça se travaille, l'estime de soi, plusieurs fois dans vos émissions aussi géniales. On voit bien les experts qui aident les gens à rehausser leur estime de vous. J'irais même, vous, c'est pas pour vous lancer des fleurs, mais les gens qui, moi, quand je donne des conférences aux 4 coins de France, écoutent, sont des fidèles de l'émission, ils disent, Brigitte, elle m'a aidé à retrouver mon estime de moi en amour. J'ai compris des choses. Et je me suis dit, je suis pas nul. Ça arrive à d'autres. Donc vous êtes
un cadeau pour les gens en termes d'estime de même, Brigitte. Vous le prenez? Mais je prends, bien sûr que je prends Christophe Médicis. Donc, évidemment, plus on a une mauvaise estime de soi, plus notre saboteur est présent. Hein, ça paraît évident. Ensuite, je crois qu'en amour, c'est l'amour. Bon, on a tous eu plus ou moins d'amour de la part de nos parents, ou en tout cas on a cru qu'on en avait plus ou moins, parce que finalement il y a les croyances sont aussi une manière de se saboter. Mais en amour, ce qui est important, c'est de se dire que de toute façon, toute expérience peut nous aider à aller mieux. Même un échec en amour, c'est de l'expérience, et on peut toujours se servir de l'expérience pour aller mieux. Absolument, Brigitte. Et puis il y a une autre chose que je développe dans le livre sur le saboteur, c'est que plus notre saboteur est puissant, et là on vient à des histoires d'amour qui sont parfois verticales, dominant, dominé, où il y a des jeux de pouvoir énormes, l'homme est au-dessus, ou la femme parfois, c'est la femme dominante, ou la femme. Où on choisit un partenaire toxique exprès, voilà. Enfin exprès, on le fait pas exprès, mais en tout cas inconsciemment on l'a choisi, c'est une manière de saboter voilà, sa vie sentimentale. Et bien souvent, Brigitte, c'est lié au saboteur dans la tête de quelqu'un. Que Hélène Aron, qui est une ancêtre américaine, qui avait écrit un livre qui s'appelait Le bourreau intérieur, vous aviez dit on peut aussi l'appeler le bourreau, moi je l'appelle le saboteur, elle avait dit plus on a un saboteur puissant, plus on a une propension à avoir ce qu'on appelle de la hiérarchisation, du ranking dans l'espèce humaine, et à vivre des relations verticales. Et donc je pense qu'une femme ou un homme qui souvent est avec une personne toxique en amour, donc un peu des relations dominant-dominé, eh bien c'est certainement lié à cause de son saboteur. Donc si elle lutte contre son saboteur, peut-être qu'elle sera dans une relation plus horizontale, je plus, tu plus, et non pas comme celle-ci. Donc ça montre bien que si on ne sait pas poser ses limites, si on ne sait pas dire non, c'est certainement parce que notre saboteur est omniprésent. Absolument. Donc déjà là, on donne quelques indices. Autre chose, si on a souvent des émotions négatives, je dis dans le livre qu'il y a 3 émotions très négatives, la peur, ça paraît évident, hein, la peur, la colère, la tristesse, 3 émotions du saboteur. Peur, colère, tristesse. Oui. Alors, encore une fois, attention, parce que les émotions ne sont pas forcément positives ou négatives, elles sont. Hein, donc, il faut les repérer. En revanche, elles parlent de nous, elles parlent de nos besoins, elles parlent de ce qui ne va pas. Hein, Et c'est vrai que quand on a, par exemple, quand on est en colère, mieux vaut savoir qu'on est en colère. C'est pas mal d'être en colère. Hein. Ce qui est mal, c'est de taper sur quelqu'un parce qu'on est en colère. Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais et la colère, c'est quoi? C'est parce qu'on s'est senti trahi, on a un sentiment d'injustice, l'autre a dépassé nos limites, et donc ça parle d'un besoin qui n'a pas été respecté. Donc c'est important aussi de rappeler ça et ne pas forcément tout de suite penser que c'est une émotion négative, parce qu'à ce moment-là, on va avoir tendance à la refouler. Hein. Absolument. Il y a des, comme la tristesse, il y a des tristesses normales. Un deuil, quand on perd quelqu'un, c'est normal d'être triste. Une rupture amoureuse. Il faut surtout laisser la tristesse s'écouler. Exactement. Je te parle juste d'une tristesse. Je vous parle, chers auditeurs, d'une tristesse qui est là, lancinante depuis tout petit, et qu'on n'arrive pas à guérir. Ça, cette tristesse psychologique-là. On pourrait presque appeler une déprime. On est d'accord. On appelle ça des gens qui ont un fond une mélancolie, c'est terrible. On est d'accord, Brigitte. C'est l'excès négatif de la tristesse. Et c'est donc ces tristesses psychologiques-là qui sont les tristesses du saboteur. De toute façon, notre saboteur, votre saboteur, il est là pour tout vous faire rater. Votre vie amoureuse, votre vie financière, votre vie professionnelle, tout. Il est là pour tout vous faire rater. Donc c'est clair. Et bonne nouvelle, grâce à Christophe Médicis, nous allons lui tordre le cou aujourd'hui à ce saboteur. Ça vous tente, vous avez envie, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300 et on va essayer de lui tordre le cou, mais on va y arriver parce que nous n'avons pas de saboteur durant ces 2 heures. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous, psychosociologue, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle. Et justement, on va avoir une meilleure qualité relationnelle avec nous-mêmes, puisqu'on va tordre le cou à notre saboteur. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Audrey. Merci d'être avec nous. Donc ça vous parle, cette notion de saboteur ? Eh bien, écoutez, j'étais partie sur quelque chose, mais tout ce que vous avez dit est est flagrant chez moi. Vous avez parlé de relations verticales, effectivement, et en plus, je sais que j'ai besoin d'admirer la personne, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'elle a plus de valeur que moi, ou elle est plus légitime pour avoir une attirance vers cette personne.
Mais au final, je sais que je devais travailler mon estime Alors, de moi-même. ça c'est très intéressant ce que vous dites, Audrey. Si vous choisissez quelqu'un qui est en effet avec une valeur humaine formidable et avec des qualités et quelqu'un de brillant, c'est plutôt bon signe. Maintenant, si vous choisissez quelqu'un qui est très narcissique et très égocentrique et qui est voire même dominateur, c'est pas bon signe. Donc, je ne sais pas. Ouais, voilà, c'était plutôt des personnes qui avaient beaucoup de charisme, très intelligents, Oui, mais au final manipulateurs justement et très égoïstes. d'accord. Et Donc, moi, c'est pas des personnes qui ont beaucoup de valeur. C'est des personnes qui surjouent. Parce que quand on choisit quelqu'un qui a beaucoup de valeur, donc je précise ma pensée pour les autres, hein, et puis on vous redonne la parole évidemment, Audrey, et on s'intéresse à votre cas. Ça veut dire que on se valorise un petit peu et qu'on améliore son estime de soi. Il faut savoir quand même qu'en amour, lorsqu'on choisit des personnes qui sont des personnes de qualité ou des personnes qui ont un très beau statut, etc., ça va nous valoriser et donc ça va améliorer notre estime de nous-mêmes. Mais le problème, vous, Audrey, c'est que vous choisissez des faux selfs qui ont l'air bien, mais qui en fait, quand on creuse un peu, ne sont pas bien. Des Canada c'est Dry. tout à fait ça. Canada Dry. Des Oui. relations Canada Dry. C'est ça, C'est effectivement. pour Ça rire, hein, mais... ressemble là, mais ce n'est pas, voilà. C'est exactement ça. Et tout à fait, quand on parlait de ça, alors là, ça m'a fait vraiment un écho, relation verticale et horizontale. Et il y avait aussi ce côté, comment dire, tristesse. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de positif, de très bienveillant envers tout le monde. Mais quand moi je devais passer à l'action, il y avait toujours quelque chose qui me disait oh c'est pas la peine ou plus tard, occupe-toi déjà de ton entourage et puis Ouais, ça, toi c'est très ça viendra tout seul. ça, c'est vraiment la voix de votre saboteur, hein. C'est ça. Audrey, Oui. vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je parlais de cette ancêtre américaine, Hélène Aron, qui a écrit un livre avant moi qui s'appelait Le bourreau intérieur. Et c'est pour ça, à ce moment-là, je référais à Brigitte, l'histoire de la verticalité, du ranking, disent les Américains. Dans la vie, il y a du ranking et du linking. Oui. Et elle disait autre chose. Et ça me fait penser, votre témoignage, à ce qu'elle disait. C'est pour ça que je vous le transmets. Elle disait, plus le saboteur de quelqu'un est puissant dans sa tête, plus il a une propension à se voir plus bas dans l'échelle de l'humanité qu'il ne l'est réellement. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et non mais c'est incroyable. Hein. Et je me ressens vraiment là-dedans et en me disant bon ben voilà, maintenant je sais qu'il faut que je pense à moi, etc. Mais il m'a fallu des décennies. Et puis aussi par rapport à l'enfance, effectivement, je comprenais pas pourquoi. Je savais que je manquais d'estime de moi et de confiance en moi. Mais effectivement, j'ai des parents très, très autoritaires Tu parles. et qui ne faisaient pas attention à moi, qui ne savaient pas ce que je faisais de mes journées et qui ne me posaient pas de questions, en fait. J'étais dans un coin. Et oui, alors ça c'était votre enfance qui fait que vous avez appris enfant à être silencieuse, à pas la ramener et puis à céder, si je puis dire, à l'autorité autour de vous. Bon, maintenant ça vous l'avez compris et maintenant qu'est-ce que vous faites pour changer vos habitudes, votre comportement? Alors j'essaie de trouver voilà des choses qui me font plaisir, soit voilà bricoler, enfin sortir, marcher, ou voilà même dans mon travail. Hein. J'essaie de me faire plaisir moi, mais je l'ai encore très très fort parce que soit j'ai du mal à quand quelque chose qui me plaît pas à passer à l'action, mais c'est beaucoup de personnes, mais surtout je me disperse. Alors là, c'est merveilleux. Vu que je suis très curieuse et que je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas grave. Vous avez le droit de vous intéresser à beaucoup de choses et en superficie. C'est très Gémeaux, ça. Mais pourquoi pas? Mais oui, dans vos amours, dans vos choix amoureux, Audrey. Dans mes amours, aujourd'hui, j'ai plus personne parce que je préfère faire le bon choix. Bon, j'ai pas trop le temps non plus, mais je préfère faire le bon choix et vraiment être sûre d'avoir ramené tout ce que je dois Oui, me enfin, ramener de valeur. attention, hein, parce qu'à force de vouloir faire le bon choix, on finit par ne pas choisir. Non, ce que je crois, Audrey, et c'est pas Christophe Médici qui va me dire le contraire, puisqu'il a fait beaucoup de théâtre à un moment donné, et ça l'a aidé aussi à se positionner. Je pense que vous avez besoin de vous positionner dans le monde. Et ça, c'est
alors c'est bien de s'autoriser des plaisirs et je ne peux que vous encourager. Ça fait partie pour moi des grandes choses qui nous permettent d'être plus heureux et d'être plus facilement aptes à capter le bonheur. Mais c'est important aussi d'exister. Et il me semble que c'est compliqué pour vous d'exister puisqu'on vous a pas laissé respirer quand vous étiez petite. Donc comment vous pouvez exister aujourd'hui? C'est alors peut-être, moi j'aime bien l'art-thérapie qui nous donne la sensation d'exister, pas forcément le théâtre, hein, ça peut être le chant, oui, danse. Par exemple participer à une chorale, participer à une association, exister, vous voyez ce que je veux dire? Dire son unicité. Oui, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Vous êtes unique, Audrey. La chorale aussi, c'est vrai. Et je me posais la question en ce moment, si justement, en parlant de positionnement, il fallait pas que je me positionne plus par rapport à mes parents. Parce que vous avez quel âge? J'ai 54 ans. Bon, vos parents, ça va Vous ne leur devez plus rien, Audrey. Vous en êtes consciente? Déjà, mais j'ai envie de... Je suis plus dans la rébellion vis-à-vis mais là, c'est un comportement d'ado. C'est ça. Mais parce que peut-être j'ai jamais dit certaines choses en fait. Donc, écrivez-leur et brûlez la lettre. Mais vous savez, vos parents, vous les changerez pas. C'est pour ça. Est-ce que vous vous attendez encore de vos parents? Vous ne l'aurez jamais. Donc perdez pas du temps à essayer de vous rebeller contre vos parents. Rebellez-vous contre votre passivité actuelle de ne pas vous permettre d'exister. D'accord. Okay. C'est un travail de vous par rapport à vous-même. Vous avez compris intellectuellement pourquoi vous manquez un petit peu d'estime de vous et pourquoi vous avez un saboteur qui s'est infiltré par toutes les pores de votre peau. Maintenant, comment vous allez renaître? Et ça, c'est vous avec vous-même. J'ai peut-être un dernier coaching à vous donner, Audrey. Vous savez, il y a une métaphore qu'on dit souvent, si tu n'aimes pas ce que tu sèmes et ce que tu récoltes, si tu n'aimes pas ce que tu sèmes, change de graine. Donc ça veut dire aller vers du nouveau. Oser de nouvelles activités, de nouvelles choses. Comme ça, il y a du néo qui va arriver dans votre cerveau. Une nouvelle Audrey. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Tiens, après cette émission, en 2024, Brigitte et moi, on vous propose, faites quelque chose de nouveau. Une chose, une activité. Surprenez-vous. Surprenez-vous. Je vous assure, c'est étudié en neurosciences. Quand on commence quelque chose de complètement... Et vous avez totalement raison. Dans un monde même où vous dites, jamais j'aurais pu faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Audrey. Et ça va vous aider. Contre votre... Il va pas être content, votre saboteur. Hashtag balance ton saboteur. Voilà, c'est le hashtag, c'est pas balance ton porc, c'est hashtag balance ton saboteur. On le lance sur la haie, sur Sud. C'est super. Je vous remercie à tous les deux. Merci beaucoup. Oui, mais sincèrement, c'est vraiment important. Et encore une fois, petit pas après petit pas, il ne faut pas vous mettre... je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, hein, Christophe Médici. Mais attention de ne pas non plus avoir comme objectif quelque chose de... Ah oui, c'est pas faire l'Everest, hein, Audrey. C'est pas dire je pars faire l'Everest la semaine prochaine. Hein. C'est un petit truc. Hein. Je m'inscris à un truc, j'aurais jamais osé d'aller, je sais pas... Commencer par la colline de Montmartre. Hein. À la bachata. Si vous voulez, je vous invite dimanche. Vous n'êtes peut-être pas en Ile-de-France, sinon je vous invite à mon stage HQR dimanche. Voilà, je vous invite. Je veux bien, mais je suis un petit peu loin, je pense. Ah, vous êtes trop loin. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Voilà, mais c'est un plaisir en tout cas. C'était un plaisir de vous entendre. Et puis vous avez une voix tellement douce et tellement gentille que je suis sûre qu'il y a une vraie possibilité de vous épanouir et de rencontrer un homme qui vous mérite et qui soit bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je vous en prie. On continue dans un instant avec notre Sexy News. C'est Flore Chéri qu'on va retrouver et on va parler de la violence dans l'intimité. Elle va nous expliquer peut-être pourquoi ça existe. Allez savoir. Allez. Ah bon? Pourquoi il y a des saboteurs dans le couple? Allez, on fait une petite pause. Vous avez envie, vous aussi, d'avoir quelques conseils pratiques de Christophe Médici pour vous aider à tordre le cou de votre saboteur? Vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, Christophe Médici, nous retrouvons Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour. Je crois que vous allez nous parler d'un ouvrage aujourd'hui. Oui, c'est ça, Désirer la violence de Chloé Thibault. Parce que bon, aujourd'hui, on parle de violence, de la violence que l'on se fait à soi-même et aussi celle des autres. Et tout comme l'on ne se rend pas forcément compte que l'on se sabote, on ne se rend pas toujours compte que l'autre peut nous saboter aussi. Cette question de la violence sournoise, insidieuse, inconsciente, tolérée, elle occupe de plus en plus l'espace médiatique. Preuve en est le dernier livre sorti dans la collection Les Insolentes chez Hachette de la journaliste Chloé Thibault, qui va analyser la question de la représentation de la violence dans la pop culture, donc au cinéma, à la télévision ou dans les livres. Le livre s'appelle donc Désirer la violence, c'est-à-dire toutes ces formes de violence dans l'amour qu'on cache derrière des vengeances passionnées, des gifles au visage, des insultes frustrées et qui sont parfois minimisées, voire glamourisées au cinéma. Alors personnellement, je n'adhère pas 100% au postulat que les films ont un impact direct sur notre vie intime. C'est ce qu'elle sous-entend, car le sous-titre, c'est ce que la pop culture nous apprend à aimer, comme si la culture était entièrement responsable de ce que nous sommes. Mais je pense que les films révèlent en effet un état des lieux intéressant de la société. Ça révèle la culture d'une époque, ça c'est sûr. Ça révèle clairement la culture d'une époque. Et je pense justement que cette époque, cette société, elle bouge de plus en plus vite et dans le bon sens sur ces questions de violence. Ce que l'on peut apprendre dans ce livre, c'est que notre tolérance à la violence, notre conscience même de la violence, elle change d'année en année. Cet essai, par exemple, a été préfacé par Lio, dont on se rappelle qu'elle a dénoncé l'acte violent de Bertrand Cantat envers Marie Trintignant, qui est devenu un cas d'école, tant il a été minimisé, voire glamourisé dans les médias. On parlait d'actes passionnels, d'une dispute qui tourne mal, et Lio est une des premières à mettre des mots justes sur les coups mortels dont a souffert Marie Trintignant. En particulier, on se rappelle de cette scène face à Thierry Ardisson et Muriel Serre, qui défendaient Cantat, qui parlait d'amour, qui trouvait des belles excuses, qui admirait même l'homme passionné, avec manifestement, et on le voit sur cette séquence, une méconnaissance de la réalité des coups et des circonstances précises de la dispute. C'est un petit peu pareil avec certaines des œuvres qu'on regarde aujourd'hui avec un œil moderne et dont on est choqué de la légèreté narrative, de la complaisance avec certains comportements, qu'il s'agisse de racisme, de pédophilie, de violence intrafamiliale ou de sexisme. Je pense qu'en lisant ce type d'essai, on peut d'abord se réjouir d'être beaucoup plus conscient des différents types de violences et des mots maintenant que l'on peut poser dessus. Ça veut dire qu'on est capable de mieux les comprendre et donc même de mieux se défendre soi-même. Mais cela aussi nous oblige à rester en alerte, car les territoires de violence évoluent, notamment avec la digitalisation de nos relations et puis les nouveaux comportements violents qui peuvent apparaître avec ces nouvelles modes de relations. Oui, alors c'est sûrement, c'est très très juste ce que vous dites. C'est intéressant. Évidemment que l'art est révélateur d'une époque. Hein. Ce que je crois qu'il faut faire attention, c'est pas pour autant censurer. Parce que je crois que l'art est révélateur et en même temps fait bouger les choses. Et puis, il ne faut pas juger une époque avec notre époque. C'est surtout ça que je trouve un petit peu embêtant. Et moi, ça m'énerve beaucoup quand on veut interdire certaines choses qui, certes, sont assez scandaleuses par rapport à notre époque actuelle, mais qui reflètent une autre époque. Bien sûr. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais je trouve que il faudrait plutôt être positif. C'est une formidable nouvelle qu'on commence à prendre conscience de toute cette violence invisible. Ça montre que quand même l'humanité grandit, non ? Bien sûr, je pense que ça va dans le bon sens. Par contre, Flore, le titre, il est un peu contre-intuitif. Le titre, on était d'accord. Désirer la violence. Qu'est-ce qu'elle dit de ça ? Alors, donc c'est pour ça que je suis pas tout à fait, moi en tout cas, d'accord avec le postulat pris qui est de décortiquer tout ce qu'il y a de violent dans les films en disant c'est pour ça qu'on désire la violence. Parce que comme on l'a vu en étant petit, faux, voilà. Donc moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette démonstration là. Et bon, je vais prendre juste l'exemple de Superman. En effet, en ayant vu Superman, il y a un enfant aux États-Unis qui a cru qu'il pouvait voler et qui a sauté du balcon. Oui, bon. Par rapport à tous les enfants qui ont vu Superman, ça va. Je veux dire, c'est terrible pour cet enfant, certes, mais ça fait toujours qu'un enfant sur quelques millions. Hein. C'était un peu comme Orange Mécanique, tous ces films où il y a une ultra-violence. Je veux dire, oui, mais ça raconte plus. Encore une fois, moi, je pense que ce qui est intéressant dans les Orange Mécanique, c'est visionnaire. Je veux dire, c'est un film qui justement. Quand tu vois l'époque d'aujourd'hui, oui, c'est un film qui a 30-40 ans. Qui raconte une époque. Et en effet, il y a des gens qui ont fait qui sont pris pour Orange Mécanique. Bon, c'est tout à fait à la marge et
c'est pas refléter un impact significatif de changement de société. Je ne pense pas qu'un film soit un gourou et un effet gourou sur la population. Il a un effet Au contraire, il a un effet cathartique. Ou un petit côté miroir, c'est-à-dire que parfois on se prend des vérités parce qu'on regarde un film, on se dit ah tiens, j'avais pas vu les choses de cette façon-là. Ce qui est intéressant dans un film aussi, c'est par exemple, je vais mettre les pieds dans le plat. On est là pour ça, on est sur Sud Radio, hein, on parle vrai. Il y a un film qui a eu je ne sais combien d'honneurs. On peut être content parce que c'est français. Moi, j'ai regardé ce film, j'ai trouvé ce film qui a eu tous les Césars. Anatomie d'une chute. Mais j'ai trouvé ça d'une platitude incroyable. Et alors, il y a vraiment deux familles. Il y a ceux qui ont adoré ce film. Non, mais je suis d'accord, c'est pas un chef-d'œuvre. Et je pense que ce film, dans 30 ans, on n'en parlera plus, peut-être même avant. Mais c'est pas non plus d'une platitude. Il est quand même intéressant. Puis il est réalisé par une femme. Attention, Christophe Médici. C'est son côté très positif. On est d'accord. Et puis il raconte quelque chose sur les rapports humains et il montre une cartographie de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Surévalué, quoi. Le chien est formidable. Le chien est formidable. Mais je l'ai trouvé vraiment surévalué. J'ai même pas compris. Je vous dis franchement, on dirait un téléfilm. Non, je suis méchant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous parlez souvent de mensonges romantiques et vérité romanesque de René Girard avec la triangulation du désir dans l'art. Bah, c'est vraiment ça. Il y a l'œuvre d'art, il y a celui qui l'a créé, puis il y a celui qui la consomme avec beaucoup de guillemets, enfin qui la goûte, c'est plus joli. Et on voit pas le même film. Tous les trois, on regarde le même film, on voit pas le même film. Vous allez y mettre votre imaginaire, Brigitte le sien, le mien, mon histoire de vie, le vôtre, la sienne. Et donc c'est ça qui est beau en art. C'est triangulaire là. Ce qui est intéressant, donc je suis d'accord avec vous, je ne suis pas en accord avec le postulat que le film influence nécessairement ou drastiquement ou significativement une société. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que je pense que tout le monde peut avoir un sentiment de gêne sur certaines scènes, certains passages de films, quand on les regarde avec un effet 30, 40, 50 ans de plus, en se disant mais on n'est plus du tout dans la même société. Bien sûr. Et c'est ça qui est assez intéressant. Moi, je suis aussi d'accord avec vous, je ne suis pas du tout pour la censure, parce que je suis pour l'éveil des esprits, et donc se rendre compte d'à quel point, où est-ce qu'on en était à une époque, et pourquoi on a pensé ça. C'est même un élément historique, ça fait partie de l'histoire, donc c'est à étudier. Quand on voit qu'on n'appelle plus de petits nègres, mais ils étaient 10, parce que voilà, le wokisme dit il ne faut plus parler de nègres. Non, justement, il faut remettre les mots, c'est n'importe quoi. Quelles étaient la sémantique. On atteint des sommets. Vous avez vu, Agatha Christie, il s'appelle plus 10 petits nègres. Ils étaient 10. Oui. Et ce qui est dommage, c'est qu'on perd la sémantique, le choix que les mots, les gens utilisaient à cette époque. Et c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne et ça ne veut pas dire qu'on est comme ça aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a grandi. C'est formidable qu'on a avancé sur la question du racisme. Bien sûr, sur la question du racisme. Mais de toute façon, toute idée révolutionnaire passe par 3 étapes. Ça a été étudié, c'est pas de moi. Au début, elle paraît ridicule. Dans un deuxième temps, elle paraît dangereuse. Et dans un troisième temps, elle est évidente. C'est pas de moi, c'est de Schopenhauer. Idriss Aberkan le cite très souvent, qui est souvent invité chez André. Prenez le vote des femmes. À la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, en France et dans le monde entier, c'était ridicule. Le vote des femmes. Faire travailler les femmes, c'était ridicule. Je vous rappelle qu'une femme, sous la Troisième République, au début des années 10-15, les députés disaient non, mais on va quand même pas faire pour voter une femme, ça n'a pas de cerveau, une femme, ça ferait n'importe quoi. Donc ridicule. Elle commence, les suffragettes, tout ça, l'idée devient dangereuse. On les psychiatrise. C'est-à-dire les nanas qui voulaient absolument, là, c'est des folles, il faut les mettre en HP. Et évidemment, maintenant, grâce à Dieu, depuis des décennies, c'est une évidence, quoi, le vote des femmes. Et c'est valable pour tout. Ridicule, dangereux, évident. Toute idée qui va prendre sa place dans l'humanité, c'est pas de moi, c'est du Schopenhauer, hein, c'est ridicule, et c'est pas du Idriss Aberkan. Idriss, tu l'as piqué à Schopenhauer. C'est ridicule, dangereux, évident. Voilà, toujours. Toujours. Et c'est vrai que la société, sur beaucoup de points, évolue d'une belle manière. Enfin, je veux dire, il y a de plus en plus d'humanité, oserais-je dire, et c'est très bien. Mais pour autant, restons cultivés, continuons à étudier l'histoire et n'essayons pas de Mais c'est le propos de Chloé. C'est le propos de Chloé. C'est-à-dire en faisant un recensement des différentes œuvres et en spécifiant là où la narration est en désaccord avec la violence qu'on observerait aujourd'hui, c'est justement un moyen de lister. C'est vrai qu'à cette époque, on pensait. Mais là où elle a un petit peu raison, mais qu'elle interprète peut-être mal, c'est qu'on va de toute façon être touché par un film parce qu'il va toucher une partie de nous. C'est-à-dire qu'il va, soit ça va toucher une partie positive de nous, soit une partie négative. Mais un film qu'on aime, c'est jamais par hasard. Bien sûr. Et si on n'aime pas un film, il a du sens, puisque parle aussi de Alain Héril, c'est un rêve éveillé, un film. Alain développe très bien ça dans pas mal de ses livres. C'est toujours un rêve éveillé, un film. C'est pour ça qu'on le regarde mieux dans une salle obscure, parce qu'il va toucher ton inconscient. On fait du Jung de base, et donc un film, Alain le dit souvent, j'adore quand il fait des passages là-dessus dans ses stages notamment, c'est un rêve éveillé.
Bien Donc, sûr. on prend le Et film, c'est c'est des images. ce qui m'agace beaucoup avec les séries, c'est pour ça que j'en regarde pratiquement pas, parce que la série, elle a toujours les mêmes paramètres. Il faut que ça réponde à tous ces paramètres-là. Alors ça marche très très bien les séries, parce que justement, ça apporte Il y a quelque chose d'addictif. aux téléspectateurs Ouais. ce qu'il a, enfin les paramètres actuels, mais ça ne dérange pas beaucoup une série. Non. Et finalement. peut-être pour faire un pont Tandis qu'un avec, film peut nous déranger. bien sûr, avec notre thème d'aujourd'hui et la chronique de Flore, c'est que là, nous, on parle du saboteur individuel. Il peut être, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais il peut exister un saboteur collectif, je pense. Absolument. Un saboteur de la société qui va se Ça planter. s'appelle l'inconscient Voilà, chez Jung. archétype de Jung, oui, Et absolument. il y a un J'ai cru que vous saboteur alliez dire la collectif. religion, mais d'accord. Non, mais après, peu importe, oui, ça peut être une doxa pourrie, tu vois ce que je veux dire aussi. Hein, ça peut être un truc où tout le monde va être d'accord avec ça, parce que Bah oui. franchement, les masses se manipulent, on est d'accord. Hein, Bien sûr. et les politiques s'en chargent, Bah oui. et les médias aussi, hein, voilà, certains, mais pas les nôtres. Hein. Voilà, mais voilà. Mais le peuple est toujours en avance sur la politique, de toute façon. Brigitte, je vous sens très optimiste. Oui, mais je le crois sincèrement, Le peuple est plus lucide que les politiques. Mais... Non, en avance, mais ça fait sens quand on fait de la démocratie, c'est-à-dire c'est le peuple qui fait émerger les idées, mais les idées, elles doivent d'abord exister dans le peuple avant de remonter et d'avoir des députés qui se disent ah tiens. Vous n'avez pas l'air gens d'accord avec ça, Christophe. Vous connaissez mon amour pour les politiques. Mais non, mais je pense que c'est- malheureusement, on ne peut pas réguler civilisations... Internet avant d'avoir créé Internet. Il faut d'abord qu'Internet existe, qu'il y ait des Je suis problèmes, et d'accord. puis après qu'on le Mais régule. le problème aussi, c'est que quand vous voyez par exemple juste les programmes scolaires, l'éducation des masses, on voit bien que quand une politique, quelle qu'elle soit, que ce soit à Cuba ou dans d'autres pays, c'est complètement orienté. Et dès l'enfance, ils vont te passer des messages, Voilà. Oui, mais par exemple, pour aller dans mon sens, je vais vous donner un autre argument. Ça sert à rien d'aider un pays à faire la révolution. C'est son peuple qui fera la révolution. Et quand on Et essaye ça met quoi après la révolution, Brigitte ? quand on essaye d'aider un peuple à faire sa révolution, on voit les résultats. Mais vous avez en Libye, par exemple. Vous avez vu la Révolution française, Brigitte ? Vous avez vu ce que ça a donné, hein ? Ça a donné pire après. À un moment donné, oui, bien sûr. Ça donne toujours pire après, parce que révolution, ça vient de révolution aussi des astres. Je suis bien d'accord avec vous, mais il y a eu la révolution parce que de toute façon, c'était Parce que c'était impossible. C'était tellement devenu impossible qu'il n'y avait que la On est bien possibilité de la d'accord. révolution. Et d'ailleurs, il y a peu de peuples Mais je qui vous ont coupé signale la tête à leur roi. je vous signale que si le peuple avait moins dénoncé les nobles, il y aurait peut-être eu moins d'horreur Non, mais pendant je la vous révolution. rejoins. Ceci dit, enfin bref, on n'est pas dans une on est là en train de philosopher, on s'éloigne. Parlons d'amour. Voyons. Merci en tout cas, Flore Merci, chérie. Flore. Avec plaisir. Et puis je rappelle qu'on peut voir votre pièce de théâtre le 5 à 7 tous les jeudis soirs au Suite Paradise, 12 rue Marie-Stuart dans le 2e. On continue avec Pauline qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Pauline, bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour, C'est pas grave, Pauline. ça arrive quand on est un peu le trac, on se dit bonjour à soi-même et c'est une très très bonne J'étais chose. ailleurs, c'est ça. C'est pas grave. Alors Pauline, justement, quel est le film comme ça, sans réfléchir, qui vous a procuré beaucoup d'émoi, beaucoup de, enfin que vous avez vu, qui vous a comme ça. Quel est le titre qui vous viendrait? Mais alors le premier qui me vient, c'est Hachi. Vous qui adorez les chiens, Brigitte. J'ai trop pleuré. C'est On pas pleure en regardant Hachi. Ah oui, Histoire vraie, Oh là histoire là, vraie, oui. Pauline, histoire vraie. Oui, tout à fait. Il y a une sculpture au tout à fait, Japon je me de suis Hachi. renseignée. Oui. C'est un film magnifique. En Angleterre, non Exactement. À la gare Il y a de une l'Angleterre. sculpture devant la gare. Hmm. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, Alors, donc quand t'aimes les chiens, tu pleures. Hein. Donc j'imagine que Oh vous là aimez, là. vous aimez les chiens. Tiens, J'adore. puisqu'on parle des chiens, Pauline, est-ce que vous trouvez que les hommes sont Des chiens. assez Est-ce que vous trouvez que fidèles? les hommes sont des chiens? Non, Justement, là pas c'est de du l'humour, hein, Pauline, je fais de l'humour. Est-ce qu'ils remuent bien la queue, les hommes, Est-ce qu'ils remuent bien la Pauline? queue? Oui, il remue bien la queue, mais alors question fidélité, rien à voir avec les chiens. Ah non, ça, de toute façon, les chiens mettent la barre un peu trop haut, hein, Pauline. Soyons clairs. Voilà, hein. donc j'ai une chienne avec moi. Je n'ai pas d'homme dans ma vie, j'ai une chienne. D'accord. Voilà. Et pourquoi? Alors, troisième question, pourquoi vous n'avez pas d'homme dans votre vie? Parce que j'ai un chien, une Eh chienne. Voilà. Non, C'était la parce blague de que- Coluche. Il y a des gens qui font pas d'enfants, qui auraient mieux fait d'avoir des chiens plutôt que des enfants. Vous savez ça, hein? Exactement. Coluche avait dit Alors moi ça. j'ai eu des enfants, mais là non, j'ai un chien parce que j'ai pas d'homme dans ma vie parce que j'ai pas pour l'instant
j'ai pas la tête à ça, j'ai d'autres projets. Monsieur, c'est pas que dans la tête, un homme. Hein, C'est où, Brigitte? Bon, Ça passe partout. allez, on va c'est vendredi, hein, on se lâche un C'est peu. vendredi. Vous pouvez poser une question à Christophe Médicis, Pauline. Alors justement, en lien avec tout ça, avez-vous un chien dans votre vie? Je vais vous faire une confidence. Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une phobie, mais vraiment terrible des chiens, Pauline. Et vous savez qui m'a guéri de cette phobie des chiens? Non. Brigitte Lahaye. Et Brigitte Lahaye le racontera certainement un jour, mais je suis arrivé chez elle, elle a des chiens assez imposants, hein, des magnifiques chiens, et je crois que j'ai failli partir tellement j'avais peur, voilà, et Brigitte m'a demandé de lui faire confiance. Et en 2 fois, j'ai vu ces chiens, Brigitte m'a guéri, j'ai plus du tout peur des chiens, je caresse ses dogs allemands, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Donc bientôt j'aurai un chien, je l'appellerai Hachi. Ouais. Bon, mais très bien, ça répondait à ma question. Eh ben, merci Pauline en tout cas de cet échange. Merci à et puis on embrasse tous les amateurs Merci, de chiens, tous ceux qui ont des chiens ou des... Enfin bref, voilà. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on revient sur notre saboteur. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous et je rappelle le titre de votre livre, Libérez votre cerveau de son saboteur. C'est aux éditions d'Angle, c'est notre fil rouge aujourd'hui et on retrouve Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Séverine. Merci d'être avec nous. Justement, ça vous parle ce sujet ? Alors oui, ça me parle. Alors ça me parle sur le plan personnel, dans la mesure où j'ai toujours eu beaucoup de mal à m'exprimer, à dire ce que je ressentais, à dire ce dont j'avais envie aussi ou pas. Des difficultés à dire non, du coup, en même temps, en fait. Hein. Bien sûr, donc ça me parle. Et encore aujourd'hui, malgré mon âge, mes expériences, et voilà, ça reste encore compliqué, mais quand je dis, à partir du moment où ça touche le personnel et les émotions, je pense. Alors j'ai identifié ça sur le fait que j'aimais pas le conflit, que j'avais peur du conflit, mais je suis pas persuadée que c'est la seule et unique raison, en fait, en tout cas. Enfin, persuadée, je suis pas convaincue par rapport à ça. Parce que vous pensez que quand on exprime son désir, son émotion, on risque le conflit? Alors je dirais peut-être pas le conflit, mais le jugement et la critique. J'ai peur de ça, je pense. Ça voudrait dire on va vous juger parce que vous exprimez quelque chose parce que tout ça montre bien que ce sont des croyances. Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est probablement au fond de tout ça, j'imagine que c'est après la peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté qui doit travailler qui doit aller dans ce sens en fait. Parce que je reste encore avec des difficultés par rapport à ça, effectivement. Alors, vous dites, vous parlez de la peur de ne pas être aimé. C'est une peur fondamentale, hein, de toute façon, Séverine. Et vous voyez, Séverine, au début de l'émission, on parlait d'une des émotions du saboteur quand elle est psychologique, c'est la peur. Et après, Brigitte parle des croyances. Et en neurosciences, on parle de programmes qui sont constitués. Parce que vous avez dit aussi que vous aviez peur de prendre la parole. J'ai bien entendu ça, de prendre la parole en public, de vous exprimer. C'est bien ça. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez petite? Allez savoir si on vous a dit t'es nul, les gens vont trouver que t'as pas de culture, t'es pas intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Des pensées automatiques négatives comme ça. Et sans même aller jusque-là, combien d'enfants, quand ils commencent à vouloir parler, on lui dit tais-toi? Tais-toi. Je t'interdis de parler. Je t'interdis de parler. Alors, vous savez, effectivement, c'est exactement ce que j'ai vécu. Alors, ne pas me dire, j'ai pas souvenir qu'on m'ait dit, quand j'étais enfant ou autre, qu'on m'ait dit que j'étais nulle ou que j'allais pas être écoutée ou autre. Mais par contre, de me taire, oui. T'as rien à dire, tais-toi. Et quand on arrive là, surtout vous dites rien, vous vous taisez. Donc voilà, c'est ce que. Vous vous rendez compte comment ça peut Exactement. Rester encore un peu ancré toute une vie, ça? Et d'autant plus qu'en analyse transactionnelle, on parle de 3 états de l'enfant. Et il y en a un, ça s'appelle l'enfant docile. Vous voyez?
Séverine. Et ton enfant docile, votre enfant intérieur, à nous tous, il est toujours là, hein, qu'on ait 30 ans, 50 ans, 75 ans, 82 ans, il est toujours là, notre enfant intérieur. Et si on ne l'a pas guéri, si vous avez une enfant docile qui dit tais-toi, tu parleras que quand on te donnera la parole, eh bien ce programme, il agit toujours, Séverine. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Demain peut être le premier jour du reste de votre vie. Peut-être qu'il y a un besoin fondamental qu'on a tous, hein, Séverine, qui pour l'instant n'a pas été assez nourri, c'est votre besoin de reconnaissance. Ah oui, complètement. Ça me parle vraiment bien, ça, effectivement. Ça vous parle, bon. Ouais. Donc ça, c'est ce besoin qu'il va falloir nourrir parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à pouvoir plus facilement, d'abord reconnaître votre propre valeur, hein, à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme outil à Séverine, Christophe ? Comme outil relationnel anti-saboteur, quand on a besoin de reconnaissance, Séverine, qu'on le veuille ou non, il va falloir aller la chercher, s'exprimer vis-à-vis d'autres gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la reconnaissance dont parle Brigitte, c'est des autres, hein, qui nous la donnent. Je ne crois pas qu'on puisse uniquement en auto tout seul se donner de la reconnaissance. C'est nos pères qui nous en donnent, pas IRS, c'est un ami, une amie. Un ami, quand on se fait un ami, et quelle que soit la qualité de l'ami, c'est de la reconnaissance. Il te reconnaît comme digne d'amitié, de son amitié. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut que vous alliez la chercher, cette reconnaissance, par de l'expression. Alors Brigitte en parlait en début d'émission. Qu'est-ce que vous faites comme expression ? Activité artistique ou autre ? Alors, en expression, je ne fais pas j'ai des activités, des loisirs, mais qui sont sportives, en fait. Mais je ne fais pas d'activité. Est-ce que vous faites un petit peu, dans le sport, est-ce que vous faites un peu de compétition ? Oui, ça j'ai fait. Oui, donc ça devrait, si vous n'avez pas totalement échoué, ça aurait dû vous apporter un peu de reconnaissance. Oui, alors ça, là j'avais la fierté, effectivement, oui, tout à fait. À chaque compétition, quel que soit le classement que j'avais, je cherchais pas d'être première. Je pense que vous n'avez pas assez su bénéficier de cette fierté pour nourrir ce besoin de reconnaissance. Donc vous avez sous-estimé votre réussite. Est-ce que c'est juste ou pas ? Oui aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ça me parle vraiment. C'est vraiment bien ça, effectivement. Oui, parce que j'étais fière, mais après pas au besoin de l'exprimer, de m'exclamer. Et j'avoue que j'ai aussi, à un moment donné dans ma vie, alors ça date d'une paire d'années maintenant, mais parfois je faisais des compétitions et j'ai été un peu déçue. Alors je ne sais pas si ça peut être lié, mais justement de ne pas avoir parfois, même si j'étais adulte, de ne pas avoir mes parents présents ou de me dire bravo, félicitations. Ils n'ont jamais été motivés, motivants à ce niveau-là d'ailleurs. C'est incroyable, on revient à l'enfant intérieur, vous voyez Séverine, quand on fait de grandes choses et qu'on est fier, on voudrait que nos parents soient fiers de nous. Je suis tellement en empathie avec vous, moi qui ai paix à son âme, un père qui m'a jamais dit que c'était bien ce que je faisais, vous voyez, et j'ai quitté ça toute ma vie. En même temps, ça peut être un moteur, c'est ce que vous dit Brigitte, vous voyez, c'est un moteur énorme pour changer. Si on vous propose un petit coaching là, si dans les semaines et les mois qui viennent, d'accord, vous êtes prête Séverine pour aller vers plus de reconnaissance, vous vous fixiez, elle parlait de petits pas pour un grand changement Brigitte, un petit défi, vous voyez ce que je veux dire, qui vous fait un tout petit peu peur. On est d'accord ? Sur la scène que vous choisissez, ce sera à vous de nous dire après, vous nous rappellerez dans les mois qui viennent, et bien vous le fixez. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, de nouveau, complètement nouveau, on est d'accord ? Quand vous faites quelque chose de nouveau, c'est bon pour la reconnaissance. Et puis, Séverine, je vais vous dire une chose importante. On attend toujours de la reconnaissance de la part de nos parents, qui qu'on soit et quoi qu'on fasse. Malheureusement, nos parents, si j'imagine que vos parents n'étaient pas des grands sportifs, ou en tout cas pas du sport que vous faisiez, donc ils ne pouvaient pas vous apporter cette reconnaissance-là. Oui, comprendre ma demande et mon besoin. Voilà. Et en revanche, vous auriez pu comprendre que souffrir de cette non-reconnaissance de la part de vos parents, vous auriez pu comprendre que, en tant qu'enfant, vous en avez vraiment manqué de reconnaissance. Et vous pensiez, grâce à ces résultats en compétition, que normalement, ils auraient dû vous l'apporter. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour comprendre
Donc c'est important. Vos parents, ils ont donné ce qu'ils ont pu. Voilà. C'est pas vous qui n'étiez pas apte à être reconnu, c'est eux qui n'étaient pas capables de vous reconnaître. Et à partir de ce moment-là, vous allez laisser tomber de côté cette recherche de reconnaissance de la part de vos parents, et vous allez voir qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous reconnaissent. Qui vous reconnaissent, vous voyez ce que je veux dire? Parce que tant qu'on attend la reconnaissance de quelqu'un qui ne peut pas nous la donner, on ne voit pas ceux autour de nous qui nous l'apportent. D'accord, ouais. Enfin, je l'ai compris, j'ai pris conscience de ces éléments-là il y a quelques années, il y a pas très très longtemps, mais on va dire il y a 3 ans à peu près. Donc j'attends plus, entre guillemets, cette reconnaissance de la part, mais c'est toujours compliqué pour moi de parler ou d'évoquer par peur d'être probablement jugé ou, je vous disais, pas aimé, peut-être. Alors, j'en sais rien exactement. Peut-être une proposition, un axe, un coaching, un petit accompagnement. Il faut se faire accompagner, c'est essentiel. Pour sortir de sa zone de confort, se dire mais il y a quelque chose à dépasser. Tout seul dans son coin, en auto-analyse, voyez, un accompagnement. Oui, qui peut être assez. Je pense qu'il ne vous faut pas grand-chose pour aller pour nourrir ce besoin. Merci. Oui, je pense que j'avance, mais voilà. Merci bien. Vous avancez. Merci à vous absolument. pour vos conseils. Merci, c'est vrai. De toute façon, déjà d'appeler, c'est signe que vous avez envie d'avancer. C'est déjà un premier bon signe. Petite devinette avant les infos, et puis on continue bien sûr à vous donner la parole sur Sud Radio et à vous aider à avancer pour tordre le cou à votre saboteur. Alors, ce sont des spermatozoïdes qui sont terriblement dépités. Pourquoi sont-ils si dépités, Christophe Médici? La réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va continuer durant cette deuxième heure à tordre le cou à votre saboteur. Vous savez, cette petite voix intérieure négative, ce bourreau intérieur dont vous parliez aussi tout à l'heure. Ce saboteur, c'est votre livre, Libérer votre cerveau de son saboteur, aux éditions d'Angle. Je précise également que vous faites une conférence le 14 juin sur découvrez votre mission de vie grâce à la mélothérapie. C'est donc le 14 juin. Ce sera à Paris en soirée à partir de 19h30, et vous pouvez aller sur le site mélothérapie.fr si vous avez envie de vous inscrire. Et tout de suite, je voudrais la réponse à ma devinette. Ces spermatozoïdes sont très dépités. Pourquoi? J'en ai pas souvent, j'ai pas interviewé de spermatozoïdes, Brigitte, dernièrement. Je le ferai, mais... Ils sont très dépités, écoutez bien, parce qu'ils sont dans la merde. Oh là 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 là, quelle est terrible. Bon, allez, on continue avec Inès qui nous rejoint. Bonjour Inès. Inès Reg? Non, quand même pas. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Inès. Merci. Bonjour Christophe, bonjour Brigitte. Alors, vous allez parler de votre petite voix intérieure. Oui, en fait, j'ai un amant qui financièrement est très à l'aise, et moi qui le suis beaucoup moins. Et en fait, j'ai l'impression de pas mériter son amour, justement à cause de ce problème d'argent. Et à chaque fois, j'ai cette petite voix qui me dit... Oui, mais il va trouver mieux que toi, il va trouver une personne qui est plus aisée que toi, et il va te rejeter justement à cause de ça. C'est intéressant parce que vous placez ça sur les ressources matérielles. Vous croyez qu'on aime les gens en fonction de ce qu'ils gagnent? Je pense que ça joue. Vous pensez que ça joue? Vous pensez Et qu'est-ce qui vous fait croire que ça joue? Qu'est-ce qui... En fait, c'est déjà dans mon enfance. Et en fait, comme mon père était très, on va dire, radin vis-à-vis de ses enfants et de son épouse. Et en fait, ce qui me faisait dire ça, c'est que quand lui, il avait un souci parce que son téléviseur était cassé, il va vite s'en acheter un, il va prendre le meilleur modèle. Et quand moi, je lui demandais de m'acheter, je sais pas, des baskets ou de nouveaux vêtements, il me disait, non, j'ai pas d'argent, t'attendras.
Donc il était très égocentré, et tout était bon pour lui, mais rien pour les autres. Et là, votre amant actuellement, je veux dire, il est généreux, il vous invite dans un bon endroit, ou est-ce qu'il vous demande aussi de payer votre part? Est-ce qu'il y a des rapports d'argent complexes? Comment ça se passe entre vous? Je pense que nous avons tous les deux un problème avec l'argent. Moi, en fait, je considère que plus un homme va dépenser de l'argent pour moi, et plus c'est une preuve d'amour. On est d'accord. Alors que et alors, en fait, c'est un investissement qu'on m'apporte. Oui, j'entends bien. Et puis vous réparez votre blessure d'enfance, puisque votre père n'a pas été généreux. Oui. Donc, mais est-ce que l'amant que vous avez actuellement est généreux? Il est généreux, mais je pense qu'il pourrait l'être plus. Mais alors c'est drôle chez vous, c'est mixte, Inès, parce que le début de votre intervention nous faisait sous-entendre que votre saboteur avait une pensée automatique négative. Je ne suis pas à la hauteur par rapport à un niveau social, en tout cas financier, dont fait preuve votre amant. Un peu une sorte de, vous savez, de complexe, comme font certaines personnes de classe, vous voyez, ou comme quelqu'un, une femme qui sortirait avec un homme hyper cultivé alors qu'elle a lu un demi-livre dans sa vie, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et là, c'est autre chose. Quand Brigitte vous pose d'autres questions investigatrices, c'est autre chose qui sort. Là. Là, vous dites, non, vous le sous-entendez qu'il est un peu radin presque, il pourrait faire mieux pour vous. Vous valez mieux. Voilà, vous valez mieux. Ça. Vous valez plus que 1 000 € dépensés ou 500 €. Et vous voyez à quel point Christophe Médicis appuie sur votre paradoxe. Parce qu'au fond, paradoxe, en fait. Si, vous considérez quand même que vous méritez mieux. Ah si. Puisqu'il devrait vous donner plus. Oui. Alors que vous avez appelé en disant que vous aviez peur qu'il vous quitte parce que vous n'avez pas, enfin vous matériellement, vous n'avez pas une bonne. Il y a quelque chose de très paradoxal. Remarquez, on est tous ambivalents et paradoxaux, Inès. Vous le voyez le paradoxe? Vous le sentez? Non. On vous sent perdu là. On vous sent perdu là. Je suis perdue. En fait, j'ai l'impression que c'est cette voix intérieure qui me dit, en fait, il devrait dépenser plus pour toi pour te montrer à quel point il t'aime. Non, mais ça j'ai compris. Alors Inès, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Cette voix intérieure, elle parle de ce besoin de réparation. Et je dis toujours que l'on choisit souvent nos partenaires parce qu'ils vont nous permettre de nous réparer ou de nous faire avancer sur nous-mêmes. Donc ce choix amoureux que vous avez fait, il a du sens. Il correspond à votre blessure d'enfance. Vous avez choisi un homme riche, mais quand même un peu radin. En tout cas, papa. C'est comme ça que vous le voyez. Je comprends mieux le paradoxe. Voyez. Donc c'est pas votre saboteur qui vous fait croire ça, c'est votre blessure d'enfance. Et votre saboteur, il n'est pas si fort que ça, puisqu'il vous fait avancer sur votre blessure d'enfance. D'accord, ok. Votre saboteur, ce serait de choisir un homme riche qui vous oblige à payer au restaurant quand vous allez dîner au restaurant. Ou à faire 50-50, Brigitte, comme ça. Ou à faire 50-50. Mais il y en a qui font 50-50. Ou alors qui vous dit, tiens, maintenant, puisque tu es féministe, tu n'as qu'à payer. Tu payes, c'est à toi de m'inviter. Il y a des hommes comme ça aussi en ce moment, sur le marché, Inès. Oui, il y en a, mais je pense que c'est à cause des femmes qui le sont. Parce que les femmes veulent être des hommes, mais veulent du 50-50. Et après, elles vont perdre de ce côté-là aussi. Parce que, en fait, ce n'est pas qu'une question d'argent. J'ai besoin qu'un homme m'ouvre la porte, qu'il me traite comme une femme. Et vous avez donc c'est bien pour ça que je dis vous n'avez pas un grand saboteur puisque vous avez envie qu'on vous traite comme une princesse. Vous avez envie qu'on vous ouvre la porte, qu'on vous tienne la porte, qu'on vous invite au restaurant, qu'on vous fasse des cadeaux. Donc vous allez bien sur ce plan-là. Simplement, vous avez beaucoup souffert que votre papa ne vous respecte pas et ne soit pas plus gentil et généreux avec vous, parce que dans les gestes d'amour, dans les langages d'amour, pardon, vous mettez la priorité sur les cadeaux. Et vous avez le droit, parce qu'il y a 5 langages d'amour et on a tout à fait le droit. Pour vous, quand on vous fait un cadeau, c'est une preuve d'amour. Quand un ami vous offre quelque chose, c'est une preuve d'amour. Et ça en est une. Et c'en est une. Une des 5 de Gary Chapman, Inès. Oui.
Et c'est Et votre moi, droit les le plus personnes strict. que j'aime, je leur fais des cadeaux. Oui, c'est votre langage d'amour Oui, c'est principal. ça. Et pourquoi c'est votre Oui, langage c'est ça. d'amour principal? Certainement parce que vous en avez souffert, enfant, de ce manque D'accord. de ce manque de langage d'amour. Donc mon Après, père ce n'est qui pas serait... désespéré? Non, loin de là. Mais ce qui serait intéressant, c'est de connaître Oui. sa position à lui, à votre amant, que vous ayez une conversation avec lui là-dessus. Quels sont ses langages d'amour à lui? Généralement, les stats nous disent, vous savez, Brigitte réfère à ce livre de 1995 de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, un des 5 langages. C'est un petit livre qu'on trouve Oui, très facilement. et très bon pour les couples. Oui, Ça très aide, simple. très Oui, oui. simple. Et un de ces 5 langages, c'est les paroles valorisantes. Et d'après Gary Chapman, statistiquement, le genre masculin, ce qui n'est pas vrai pour tous les hommes, mais le genre masculin a une propension à quand même être paroles valorisantes en une. Vous lui en faites des paroles valorisantes à votre amant? Toujours. Bon, ben vous le nourrissez certainement. Voyez. En fait, grâce à Brigitte et aussi mon souci dans la vie, c'est de connaître l'homme, ce qu'il est à l'intérieur depuis des années, et je sais que les hommes ont besoin d'être admirés, d'être valorisés, voilà. admirés. Ils ont besoin aussi de douceur. Et en fait, on pense qu'ils ont besoin de beaucoup de sexualité, mais ils ont besoin d'amour, de douceur et qu'on s'occupe d'eux. Bien sûr. Alors, je vous dis juste un dernier petit conseil. N'ayez pas peur, n'ayez surtout pas peur qu'il vous quitte, parce que c'est souvent parce qu'on a peur que les choses arrivent. Hein. Donc, pensez tous les soirs qu'il vous aime, qu'il vous a fait des cadeaux et que donc il ne vous quittera pas. Hein. D'accord. C'est important, J'y penserai tous les essentiel. jours. Très bien. Merci Inès. Merci Brigitte. Merci à vous. Merci Christophe. Au revoir Inès. Christophe, on fait une petite pause. Oui. On retrouve Elisabeth dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous. On évoque le saboteur, mais on pourrait aussi évoquer la mélothérapie. Je rappelle que vous faites une conférence le 14 juin. Si vous aimez bien les conseils concrets de Christophe Médicis, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site mélothérapie.fr, mais vous retrouverez ça évidemment aussi sur notre site. Bonjour Elisabeth. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth. Oui, moi je voulais vous parler d'une expérience qui m'est arrivée allez-y, oui. il y a quelques années. En fait, j'avais un rêve, j'ai toujours eu un rêve depuis que je suis toute petite, celui d'être enseignante. Et puis, je n'ai pas pu faire ce rêve parce que, en fait, je me suis mariée très très vite en terminale et donc j'ai abandonné ce rêve. À un moment donné, j'ai voulu le reprendre, mais je me disais oui, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait d'études universitaires, j'ai pas été jusqu'à la licence, etc. Je n'y arriverai pas. J'ai abandonné et j'ai continué ma route et à l'âge de 45 ans. Voilà que ce rêve est revenu en boomerang et je me suis dit c'est pas normal, il faut que j'arrive à enseigner, il faut que j'aille jusqu'au bout de ce rêve. Et à ce moment-là, autour de moi, je me suis dit surtout, mais tu n'y arriveras jamais, t'es trop vieille maintenant, t'as 45 ans, t'as quitté l'université depuis bien trop longtemps. Je me disais, mais tu te rends pas compte, t'as plus fait de maths depuis je sais pas combien de temps. Ça c'est vraiment le saboteur. Les pensées automatiques négatives, vous les entendez là, ce qu'il vous disait? Tu n'es pas suffisante, tu es insuffisante pour revivre ton rêve, n'est-ce pas? Ah oui, exactement. Il vous disait ça. Exactement. Et déjà, j'avais mon saboteur quand j'aurais pu, aller plus loin. Mais à 45 ans, j'avais en plus le complexe. Je me disais même, mais tu vas passer le concours avec des jeunes de 25 ans. Trop vieille. Tu es trop vieille. Tu es trop vieille. C'est ça. Et en plus, je me souviens à l'époque, ma mère me disait mais ça va pas, tu vas pas être prof, tu vas te retrouver, tu vas faire un boulot débile, alors sympathique, que t'as un boulot vachement bien. Qu'est-ce que tu vas aller te mettre à repasser, à faire ce travail. Enfin bon, donc j'avais vraiment tout pour ne pas le faire. Et un jour, je me suis dit,
je m'en fous, je vais le faire, mais cette fois-là, je n'en parlerai à personne. Bien. Je n'en ai même pas parlé à mon mari à l'époque. Très bien. Personne. Et je me suis inscrite sur Internet à l'époque, puisqu'on pouvait s'inscrire comme ça. Je me disais, bon, de toute façon, évidemment, il y a une épreuve de gym, je me répétais, le ridicule ne tue pas. Mais vous voyez, je vous redonne la parole, Elisabeth, parce que votre témoignage est très très fort et je trouve ça très intéressant, le fait que vous ayez décidé d'en parler à personne. Alors, certains pourraient dire c'est parce que vous avez peur du jugement des autres, etc. Mais c'est aussi parce que vous avez suffisamment de force intérieure pour qu'elle vous porte et que vous n'ayez pas besoin d'être soutenu par qui que ce soit. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une belle force intérieure quelque part quand même, et une belle prise de conscience de votre vrai désir. Oui, vous avez raison, Brigitte, mais à l'époque en plus, je me disais que je risquais d'être influencée par bien des sûr. mauvais, par vous des l'auriez mauvaises été, personnes. forcément. Mais j'étais sûre que je ne réussissais pas à faire ce que je voulais parce que j'étais trop influencée par ma mère, par des tas de choses, quoi. Et donc, mais j'ai justement, décidé vous voyez, de ne plus en parler. Quand je parle du saboteur, à un passage du livre, je dis qu'il a des alliés extrinsèques, vous voyez. Et une des familles des alliés extrinsèques du saboteur, c'est les briseurs de rêves, c'est-à-dire les relations toxiques. Là, on voit bien que dans votre mission de vie, il y avait un désir depuis des années, des décennies, d'être une enseignante. On est d'accord. Vous n'avez pas écouté. Quand vous décidez d'y aller seul, vous voyez ce que je veux dire, vous jugulez votre saboteur. Parce que vous dites, il va y avoir des alliés extrinsèques du saboteur qui vont dire, mais ne fais pas ça, t'es nul. D'ailleurs, j'en profite, si vous me permettez, Brigitte, pour dire que lors de ma conférence, il y aura un passage sur le saboteur. Parce que ce qui empêche bien les êtres humains d'être en 100% alignés à leur saboteur, vous voyez, c'est leur saboteur. Et d'ailleurs, pour les auditeurs de l'émission, les 10 premières personnes qui viendront pourront venir à 2. Une place pour 2. Donc voilà, les 10 premières. Et je parlerai du saboteur. Parce qu'il y a un lien entre le saboteur et mal vivre sa mission de vie, vous voyez. Mais vous avez fait enseignante maintenant ? Ah oui. Alors allez-y, continuez. On en est quand vous avez 45 ans, le cours de gym, enfin l'épreuve de gym. Alors le problème, c'est que quand je suis arrivée à l'épreuve de gym, comme j'avais rien préparé, mais vraiment rien, j'avais même pas révisé, j'avais même pas repris des maths, rien du tout. J'ai été vraiment les doigts dans le nez, quoi. Et j'arrive donc à une épreuve qui était, il fallait présenter une chorégraphie de danse. Mais moi, j'avais rien. Alors, j'allais partir et à ce moment-là, en me disant, bon, tant pis, j'ai quand même fait les maths, j'ai quand même fait ça, bon, bref. Et il y a une fille que je connaissais absolument pas, une fille qui passait le concours aussi comme moi. Elle me disait, mais tu vas pas partir maintenant quand même, c'est juste, elle me dit, si tu veux, moi je te passe de l'autre côté de mon disque, j'ai de la musique, t'improvises et puis tu te débrouilles. Mais ce serait bête d'arrêter là. Oui, donc vous avez eu le bon messager. Alors, votre témoignage est extraordinaire, vous savez. Je vous pose la question à vous, je la pose à Brigitte. Vous savez lequel concours on a interdiction dans notre vie de rater, Brigitte ? Non. Le concours de circonstances. Pourquoi ? Parce que ça fait... Mais c'est ça, le saboteur, vous savez, vous aurez fait ne même pas entendre, voir cette fille et ne pas accepter cette circonstance. Vous savez, entre les malchanceux et les chanceux, c'est lié aussi à leur saboteur. Vous avez eu de la chance, on est d'accord là. Vous avez de la chance à ce moment-là. Vous avez de la chance. Et vous savez comment le dieu de la chance chez les Grecs, comment il s'appelait ? Il s'appelait Kairos. Kairos, c'est le dieu du moment présent chanceux. Et vous savez comment il était, Kairos ? Il était chauve, il avait juste une touffe de cheveux roux. Et les 3/4 des gens ne voyaient pas passer Kairos, ou d'autres le laissaient passer. Et ceux qui ont de la chance attrapaient Kairos par sa touffe de cheveux roux. C'est ce que vous avez fait parce que vous avez vécu votre mission de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les chanceux tirent le maximum de profit des occasions fortuites. C'est ce que vous avez fait. Ça vous parle ?
Ah oui, complètement, complètement. Mais vous savez, j'avais le cœur qui battait, je ne sais à combien à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que j'allais danser sur une musique que je ne connaissais pas, parce que la fille n'a pas voulu que je l'écoute, la musique, avant. Elle a eu raison. Elle a eu raison parce que ça vous aurait peut-être fait perdre vos moyens, alors que là, vous êtes parti dans l'arène et puis il était trop tard pour reculer et vous vous êtes lâché. Ah ouais, et j'avais une de ces frousses, c'est de continuer à danser alors que la musique s'arrêtait, parce que je savais pas du tout. Mais quand est-ce qu'elle allait s'arrêter? Ah ouais, oui, j'étais... Et alors vous avez eu combien en gym alors? Ah mais j'ai pas eu de note éliminatoire. Eh ben voilà, c'était gagné. C'était gagné. Simplement, il y a une personne du jury qui m'a dit vous tournez beaucoup trop. Évidemment, je tournais. J'étais convaincue qu'il fallait que je prenne de l'espace de l'endroit où j'étais, de la salle, quoi, que j'utilise tout l'espace, parce que je savais que c'était important d'utiliser l'espace. Donc, comme je n'avais rien révisé, je tournais et ils m'ont dit mais je n'ai pas eu de note éliminatoire et donc ça m'a permis de continuer. Vous avez réussi votre examen et aujourd'hui vous êtes enseignante. Et voilà, exactement. Quelle leçon de vie, Brigitte. Et vous êtes formidablement bien comme enseignante, parce que vu ce que vous nous racontez, vous ne pouvez que bien enseigner aux élèves. Je suis passionnée. Ben oui, forcément. Quelle leçon de vie. J'adore cette rencontre le jour J. J'adore, Brigitte, cette rencontre le jour J. Non, mais moi j'adore votre témoignage. Ah oui, vraiment, j'ai envie de vous offrir mon livre sur la mission de vie, ça vous ferait plaisir? Ah oui, beaucoup. Vous laisserez vos coordonnées à la radio. On va vous en envoyer un exemplaire, d'accord? Parce que vous la vivez, votre mission de vie. Merci beaucoup, Christophe. Ah, vraiment. C'est un joli livre. Je rappelle le titre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. C'est aux éditions La Nord. Et donc, vous le recevrez dédicacé évidemment par Christophe, Elisabeth. Et par vous, Brigitte. Et merci, parce que vraiment, votre témoignage montre que c'est possible de réaliser son rêve. C'est possible. Faut-il encore oser, parce qu'au fond c'est ça, vous avez osé et se libérer de son saboteur. Et surtout vous avez compris votre désir profond malgré les saboteurs en amont qui vous ont... et puis il y en avait. Mais on est entouré de saboteurs. Parce qu'on est entouré, il faut faire comme ça, la société veut qu'on fasse ça. Enfin, on est entouré de saboteurs. Mais c'est pour ça que c'est important de découvrir ses vrais désirs et non pas les désirs qu'on nous a donnés. Mais c'est difficile, c'est difficile de ne pas écouter les saboteurs. Bien sûr que c'est difficile. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et qu'on prend 2 heures pour en parler avec Christophe Médici. Oui. Merci beaucoup. Allez, une petite pause. Le Love Conseil en écho avec ma devinette de tout à l'heure, puisqu'on va parler de sodomie. Et puis vous pouvez continuer bien sûr à nous appeler au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christophe Médici, on va parler de sodomie. Ça fait longtemps que je n'ai pas évoqué ce sujet qui est quand même une pratique de plus en plus fréquente. Et on va parler de la sodomie la première fois. Parce que la première fois, quelle que soit la première fois d'ailleurs, là on parle de sodomie, mais on pourrait parler de toute autre pratique sexuelle ou pas, elle joue son rôle. Une première fois qui se passe mal, ça peut bloquer à vie. Et très souvent, c'est les hommes qui désirent pratiquer la sodomie avec leur compagne. Et comme ils n'ont pas trop de connaissances, ça peut se passer pas très bien. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à penser qu'une sodomie, c'est un peu comme un rapport vaginal, alors que ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Donc une pénétration un peu trop immédiate, des coups de bottoir trop forts dès le départ, ça fait forcément mal. Une position qui n'est pas tout à fait adaptée. Enfin bref, on voit bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire qu'une première sodomie se passe mal. Alors je sais que dans les films porno, on montre des sodomies comme si c'était une pratique comme une autre. Je rappelle que malheureusement, beaucoup d'actrices utilisent des pommades anesthésiantes pour pratiquer des sodomies. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple que ça.
Donc, j'ai tendance à dire que déjà, dans une sodomie, même si c'est l'homme qui la veut, il faut donner plus de latitude à la partenaire. C'est elle qui doit comprendre ce processus qui régit son rectum. L'anus expulse. Et là, on va lui demander d'introduire quelque chose. Donc, il y a une prise de conscience corporelle. En fait, pour être bien pénétré lors d'une sodomie, il faut pousser pour laisser la verge pénétrer. Alors, c'est assez contre-intuitif, merci, mais c'est quand même très important parce qu'à ce moment-là, elle va être plus détendue puisqu'elle va ne pas bloquer et au contraire relâcher. Évidemment, du lubrifiant, c'est utile, mais ça, encore à la limite, je crois que tout le monde le sait. Et puis, elle doit savoir qu'à tout moment, elle va pouvoir dire stop, ce qui lui donne obligatoirement un peu plus de confiance. Et quand on a confiance, par exemple, quand on a confiance pour quelque chose qui peut faire mal, on a moins mal. Si on a peur que ça fasse mal, on a déjà plus mal. Donc c'est important aussi qu'elle sache qu'elle peut à tout moment dire stop. La pénétration doit se faire doucement. Une fois la pénétration faite, on attend quelques secondes avant de bouger afin que le corps se détende. Et ensuite, les premiers mouvements doivent se faire en douceur. Et ensuite, normalement, on est tout à fait apte à des va-et-vient. Et pour une première fois, je conseille toujours la position des petites cuillères qui non seulement est pratique pour l'angle de pénétration, mais qui en plus n'est pas choquante parce qu'il y a des résistances aussi qui sont d'ordre plutôt psychologique et non pas anatomique. Voilà. Donc c'est un bon mode d'emploi de la sodomie. C'est des choses qui sont peut-être évidentes pour ceux qui la pratiquent régulièrement, mais peut-être que c'était bien de temps en temps. C'est formidable parce qu'il y a beaucoup de discussions entre hommes entre eux. Je suis bien placé parce que entre hommes hétéros. Vous êtes un homme, je confirme. Entre hommes hétéros. J'ai pas des discussions, le mot étant en bon hétéro. Donc je reviendrai pas sur. On dit maintenant. Oui, voilà. Oui. En tout cas, je sais pas, les homos, eux, ont d'autres discussions puisque pour le coup là, votre sexineuse à avoir aussi, pour les homos aussi. Mais pour les hétéros, j'ai souvent remarqué ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc on n'est pas tous les hommes pareils, mais beaucoup, et même chez des amis à moi. Donc voilà, je dis quelque chose, que c'est le côté, le fantasme et le désir profond de sodomiser sa conquête, entre guillemets, sa compagne, est quelque chose d'assez incroyable chez beaucoup d'hommes et presque un trophée. Ah, alors tu l'as, alors il y a un terme, Brigitte, tu l'as sodo, tu l'as sodo, est-ce que tu l'as sodo? Et alors c'est l'autre, alors que franchement, si la femme, ça lui fait mal, je vois pas pourquoi faudrait le faire. Non, mais c'est le désir comme si la conquérir réellement par tous les trous. Bien sûr, c'est un fantasme très fréquent. Et pourquoi pas, mais encore une fois, autant que ça se passe bien et pas dans la domination. Oui, et entre nous, en tout cas, moi je parle d'expérience, c'est pas forcément plus jouissif de sodomiser une femme que de la prendre par un endroit naturel. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Oui, voilà, chacun a ses goûts et ses couleurs. Ce que je viens d'apprendre avec vous, c'est l'histoire de la pommade. D'anesthésie, on ne savait pas que dans les films porno, pour pas sentir, elles mettent ça. Pour pas avoir mal. Ça veut bien dire que elles le font, mais elles, ça leur fait mal aussi, certaines. Elles sont pas toutes. Exactement. C'est pas de toute façon, c'est pas une pratique naturelle, même s'il y a évidemment aucun jugement. Et c'est une pratique. C'est pas une pratique naturelle. Non, mais je veux dire, vous avez raison. Le vagin est normalement lubrifié, ce qui n'est pas le cas de l'anus et du rectum. Voilà, c'est tout. Après. C'est vrai. Après, cela ne nous regarde pas. et ça peut faire jouir et ça peut être très bien. Il n'y a pas de jugement de toute façon. Mais c'était bien de donner quelques petits conseils. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour Catherine. Je suis ravie d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Allez-y, on vous écoute. Alors, j'ai pas entendu les témoignages précédents. Alors, moi, je m'interrogeais. En fait, je ne sais pas si c'est du sabotage, etc. Mais voilà, quand je rencontre un partenaire, en fait, je suis tout de suite en mode, alors je sais pas si c'est de la défense, de la protection, mais je vais essayer de tout de suite trouver tous les défauts, toutes les choses qui vont pas, où est-ce que ça peut clocher, voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est pour me prémunir et de me dire, de toute façon, si ça le fait pas, je savais, il y avait ça, et qui n'allait pas. Quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, je pense que j'en vois pas, je suis pas détendue et que j'en vois pas des signaux
Positif, oui. Si vous êtes en train d'observer l'autre avec une loupe en disant je vais bien trouver ce qui fait que ça ne marchera pas et que ça ne va pas, on peut quand même penser que vous sabotez un peu le début de l'histoire. Alors oui. Catherine, c'est génial parce que dans une partie de mon livre Libérer votre cerveau de son saboteur, je parle qu'on a des masques qu'on met à cause de notre saboteur. Et un des masques, c'est le masque du critiqueur qui fouille et qui cherche, vous voyez. Alors, il y a un côté positif, c'est souvent les gens, et je sais de quoi je parle, qui ont été déçus par d'anciens choix relationnels, amoureux, vous voyez. Et quand on dit, même si ça démarre bien dès le début, on va aller fouiller, ça va. Non, il y a un vice caché. Vous savez, quand on dit pour une voiture ou un truc, un objet ou une maison qu'on achète, il y a un vice caché. Or, il n'y en a pas forcément, vous êtes d'accord, il n'y en a pas forcément. C'est saboteur. C'est le saboteur, Catherine, parce qu'à force d'aller chercher ça, vous ne placez le focus que sur le petit défaut, le micro-défaut, vous voyez. Ah oui, la loupe est là-dessus, oui. Il faut arrêter ça. Alors comment? Alors déjà, il faut comprendre pourquoi vous faites ça et que derrière ça, c'est quoi? C'est une peur. C'est une peur d'être déçu, c'est une peur d'avoir mal, c'est une peur, je ne sais pas, ça c'est vous qui allez pouvoir me dire quelle peur se cache derrière ça, mais forcément c'est une peur. Ah bah oui, effectivement, je pense que c'est vraiment la peur de... c'est quoi la peur? Souffrir, d'être déçu, C'est pas la même chose, hein. C'est deux peurs qui s'articulent différemment. Peur d'être déçu ou peur de souffrir, c'est pas la même. Vous voyez, c'est important c'est important. Alors vous aurez peut-être pas la réponse là tout de suite, mais c'est important de comprendre qu'est-ce que vous essayez comment dirais-je de contrôler, parce qu'on sait très bien que ces peurs qui sont des peurs qui ne sont pas des réelles peurs, hein, puisqu'il n'y a pas a priori on rencontre quelqu'un normalement c'est pour être heureux en amour et pour avoir du plaisir, donc il n'y a pas de raison d'avoir peur, hein, au contraire c'est plutôt de la joie. Donc s'il y a de la peur, c'est donc quelque chose qui nous ramène donc à une insécurité durant l'enfance. Hein. Je rappelle que toutes les peurs qui ne sont pas fondées viennent d'un manque d'amour ou d'un manque de sécurité durant l'enfance. Bon, mais ça c'est général, ça vous fera pas beaucoup avancer. Peut-être que si, mais en tout cas, voilà. Mais maintenant, c'est important de comprendre qu'est-ce que vous risquez quand vous commencez une relation. De me perdre, de m'oublier, de plus me reconnaître, et d'être déçu aussi, vous êtes d'accord? Oui. Non, mais attendez, parce que là, ce que vous venez de dire, ça voudrait dire que quand vous commencez une relation, vous vous sentez obligé de vous soumettre à l'autre. Je vais avoir cette tendance un peu naturellement. Donc, vous avez du mal à vous positionner, à poser vos limites, à dire non. Complètement, complètement. Donc vous voyez, on avance, on n'est déjà plus dans la peur de souffrir ou dans la peur de... Ça veut dire que vous avez peut-être du mal à vous... tout simplement à avoir confiance en vous. Oui, et c'est ce qui fait que dans un premier temps, je suis un peu dans une période d'observation. Vous voyez, je m'avance pas trop, je dis pas trop de choses, je suis plutôt OK avec les sorties, les machins, vous voyez. Là, je sens que votre saboteur en amour est assez puissant quand même, Catherine. Hein. Il faudrait, je sais pas où vous habitez, si je fais un stage week-end, je peux vous inviter dimanche si vous voulez venir. On travaille sur le saboteur, mais si vous habitez l'Île-de-France et si vous êtes libre, vous pouvez venir. Vous allez voir sur haute qualité. Dans le 94. Allez voir sur hautqualitérelationnelle.fr et après l'émission, vous pourrez venir. Il reste une place, je vous invite, parce qu'on voudrait vous aider à arrêter votre saboteur. En amour, sinon vous allez être dans la répétition des choix, vous voyez. Donc, allez voir sur notre site de notre centre, d'accord? Ok, envoyez-nous un mail. Alors, Catherine, est-ce que vous avez déjà été quittée? Ah bah oui. Est-ce que vous avez survécu? Ah oui, non, mais j'ai survécu, mais après, je me dis, finalement, cette personne, il y avait ça qui était bien, il y a ça qui était bien. Et après coup, donc, quand vous êtes quitté, vous voyez les qualités de la personne? Oui. Plus que les défauts? Oui, enfin, je me dis en tout cas, tout n'était pas à jeter, quoi. Bon, et pourtant au début, vous pensiez que tout était à jeter. Oui. Donc vous voyez bien que c'est vous qui provoquez la rupture. En tout cas, je vous le dis. Oui. Parce que vous savez ce qu'un homme a le plus besoin? D'admiration. Bon, est-ce qu'on admire quelqu'un?
Est-ce qu'on admire quelqu'un quand on ne voit que ce qui ne va pas? Non. Non, c'est clair. Je pense que même dans le regard. Donc voyez bien que vous positionnez en regard critique face à l'homme qui a besoin d'être admiré. Comment voulez-vous qu'il arrive à dépasser ça et à rester avec vous? Il est obligé de fuir. Surtout si c'est un homme bien. Parce que si c'est un homme bien, il se respecte, lui. Oui, non. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que ça peut ne pas se répéter. On est d'accord? On peut changer. C'est ça la bonne nouvelle, Catherine. Par de l'accompagnement, par des outils relationnels anti-saboteurs, les Horaces. Et c'est ça que je transmets dans la méthode HQR, vous voyez? Ouais. Mais après, il y a aussi peut-être les hommes que je rencontre qui ont des réussites, etc. C'est peut-être pas ça que j'admire, moi, en vrai. Mais vous admirez ce que vous voulez, c'est pas ce que vous dit Brigitte, c'est que vous faut nourrir quand même le conjoint de choses positives. Moi, ce que je dis surtout, c'est que vous voyez que ce qui va pas. Avant de l'admirer, il faut déjà arrêter de voir ce qui va pas. Oui. Surtout au début d'une relation. Bien sûr. Bon, alors maintenant, on va aller plus loin. Vos parents, votre mère. Oui, elle critiquait mon père. Elle était comment avec le père? Elle critiquait votre père en permanence. Elle critiquait votre père. Donc vous répétez maman. Voilà. Vous voyez à quel point vous êtes complètement, vous êtes complètement nourri par identification à ce qu'était votre mère. Que franchement, si on regarde bien, avait certainement plein de défauts. Bien sûr. Bon, et alors pourquoi vous pensez qu'il faut agir comme elle? Elle a. La loyauté. Oui, non, là, c'est une réponse que vous avez appris avec votre thérapeute, ça. Hein. On n'est pas obligé de reproduire, vous le savez, intelligente comme vous êtes, on le sent, vous le savez. Je vois pas, c'est tellement naturel, quoi, c'est tellement instinctif. Non, c'est pas naturel, justement, c'est un programme qu'on vous a mis. C'est pas naturel, Catherine. Si, c'est un peu naturel, de s'identifier à ses parents quand on est enfant. Mais vous aviez repéré que vous aviez la même attitude que votre mère avec vos compagnons ou pas encore? Ou c'est juste maintenant que vous le découvrez? Non, mais c'est justement parce que elle a fini complètement éteinte par un homme, etc., que j'essaye de pas faire comme elle? Oui, et j'ai peur que... Et vous pensez que vous y arrivez? Non, non, j'y arrive. Non, ça c'est clair. Bon, donc il faut peut-être changer de programme là, hein? Alors comment on change de programme? Alors on change de programme en se faisant accompagner. C'est ce qu'on va voir. Oui. C'est ce qu'on va voir dans un instant, Catherine. Restez avec nous, on va vous retrouver et on va essayer de déprogrammer pour reprogrammer. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et bien sûr, on continue avec Catherine et je trouve qu'il y a quelque chose d'important à dire à tous ceux qui nous écoutent. Christophe Médicis, vous êtes psychosociologue, fondateur de la méthode haute qualité relationnelle et on parle aujourd'hui du saboteur à l'occasion de ce livre, Libérer votre cerveau de son saboteur, qui est aux éditions Angle, et puis de cette conférence que vous faites le 14 juin à Paris en soirée. Découvrir votre mission de vie. Voilà, et on peut s'inscrire évidemment. On voit bien que la plupart des choses que nous dit notre saboteur, ça vient de notre enfance. Mais bien sûr, des programmes qui sont passés dans les premières années de la vie. Voilà, et ça c'est normal. Je veux dire, on est quand on est enfant, on n'a pas encore notre intellect qui est formé, donc on fait comme on peut avec ce qu'on entend, avec ce qu'on nous dit, avec ce qu'on voit, et on se construit tout doucement avec ces repères-là. Et ensuite, et c'est ça la bonne nouvelle, ensuite on peut se déprogrammer et trouver une autre manière de fonctionner. Vous avez tout compris. Ah, alors. C'est pas mauvaise, Brigitte Lahaie. Hein. On fera quelque chose de vous. Ce qui est important, c'est déjà de comprendre. Et ça, visiblement, Catherine, vous l'avez compris. Ouais. Mais ensuite, c'est de déprogrammer. Et c'est là où... Alors, Christophe le dit, on peut se faire aider, oui. Mais déjà, c'est un regard sur soi assez vigilant, Catherine. Vigilant, c'est-à-dire... Par exemple, quand vous allez croiser un homme, même si c'est pas une relation avec laquelle vous allez entrer en lien, vous allez forcément, naturellement, puisque c'est votre manière de fonctionner, tout de suite voir un truc qui va pas. Oui. Eh bien, vous allez à ce moment-là parler à votre saboteur et dire « Oh, je t'ai rien demandé » et vous dire à vous-même
quelque chose qui est bien chez cet homme. Vous faites là une technique que je donne pendant le stage, j'appelle ça, c'est drôle Brigitte, j'appelle ça la technique du pivotage. Vous voyez, à un moment donné, quand on travaille sur le saboteur, si vous venez au stage, vous verrez, je propose aux gens de lui donner un nom. D'ailleurs, parce que, comme disait Freud, notre psychisme, c'est comme un théâtre intérieur. À partir du moment où on le nomme, moi, le mien, il s'appelle Barat, par exemple. Et je leur propose même de donner un nom en faisant une mise en scène avec de la musique. Je mets Dark Vador et ils se mettent en état militaire. Et à partir du moment où tu lui dis, tu sais quand c'est lui qui parle, comme vous dit Brigitte, comment on fait la technique du pivotage. Il ne faut pas la faire une fois, il faudra la faire 100 fois. Et là, on pivote. Le saboteur, il faut lui dire de se la fermer. Vous avez compris. Mais le saboteur, il peut avoir raison aussi quand même. Non, il a toujours tort, lui. Le saboteur a toujours tort. Sinon, c'est pas un saboteur, c'est un ange gardien. Oui, ça c'est votre autre partie, Brigitte a raison. Votre saboteur, lui, partez du principe qu'il a toujours tort et qu'il est votre pire ennemi, Catherine. Il vous fait rater. Non, il a jamais raison. Ah oui, d'accord. Sinon, c'est pas un saboteur, c'est une bonne âme ou un ange gardien ou une bonne fée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si votre petit... notre intuition... Pour essayer d'élargir le débat. Notre intuition, parfois, elle nous dit « n'y va pas » ou parfois, elle nous dit « vas-y ». Si elle est juste, notre intuition, elle va nous dire « bon ». Mais un saboteur, c'est quelqu'un qui toujours nous sabote, c'est-à-dire il nous dit toujours « n'y va pas ». Exactement. Vous comprenez ? Ouais, mais si, par exemple, mon saboteur me dit « cette personne, je la sens contrôlante, etc. » Oui. Justement, vous verrez, Catherine, au stage, mais non, ça c'est pas votre saboteur. Brigitte vous dit que votre intuition, comme disent les Québécois, vous voyez, Catherine, ils disent toujours pour l'intuition, ça me fait oui ou ça me fait non. Cette petite voix qu'on a en nous qui ne nous trahit jamais. Vous voyez ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas qu'une voix dans nos têtes, et c'est tout le problème de l'espèce humaine. On a des voix, on appelle ça l'endophasie chez le docteur Abitbol. C'est-à-dire que, et moi, c'est vrai que c'est compliqué. T'as la voix de l'intuition, c'est qui triche jamais, mais où elle est l'autre voix entre la providence, un cadeau de la providence, ah, quelle chance, et donc t'as raison de dire n'y va pas, et l'ironie du sort, eh ben non, je t'ai baisé. Vous connaissez la différence entre Dieu et le diable, et je le dis à tous les éditeurs de l'émission, vous la connaissez ? C'est que Dieu ne se fait jamais passer pour le diable. Le contraire n'est pas vrai, on est d'accord. C'est vrai que c'est très complexe l'espèce humaine, c'est vrai. Mais Brigitte a raison de vous dire que vous, et moi je vous le dis aussi, votre saboteur, lui, il a toujours tort pour vous. Il a toujours tort. Tort, toujours. Sinon, ça s'appelle pas un saboteur. Saboter, c'est casser, c'est détruire, c'est nous indiquer une direction qui n'est pas la bonne. Un GPS qui serait un saboteur, c'est un GPS qui nous emmène dans les embouteillages au lieu de nous faire prendre le chemin le plus court. Ou alors, vous voulez aller à Montréal et vous amène à Port-au-Prince, vous voyez ce que je veux dire. Et vous croyez à Montréal. Il est en pire que ça, votre saboteur. Vous voulez aller à Montréal et vous amène à Port-au-Prince et il dit t'es à Montréal. Mais t'es sûr ? Oui, t'es à Montréal. Donc je peux vous affirmer une chose, Catherine, c'est qu'il est très très fort, votre saboteur, puisqu'il vous fait même croire qu'il a raison. Non, franchement, si vous voulez, on vous invite, on vous convie au stage, Catherine. Vous en avez besoin. Vous vous rendez compte comment il est fort, le vôtre ? Il te dit j'ai raison. Et vous le croyez ? Ok, ouais, il y a du travail, effectivement. Mais c'est bien, tant mieux, la vie c'est fait pour ça. Mais la vie c'est fait pour ça. Une façon, ce serait de prendre le temps de plus connaître la personne pour que je puisse... Non, le premier temps, c'est de tout de suite... Après avoir entendu votre saboteur dire non, on va pas vers cet homme, il a des boutons, c'est de tout de suite dire tu te tais, toi, et puis de se dire putain, il a un regard, cet homme, il est magnifique. Voilà, laisse-moi vivre. Vous voyez ? D'accord. C'est ça. Et puis peut-être, est-ce que vous avez tendance dans la vie à voir toujours la bouteille à moitié vide ? J'ai eu tendance, j'essaye de moins effectivement. Ah, donc on s'améliore en général, donc il reste à s'améliorer dans le domaine affectif. C'est ça, absolument. Ouais. Oui, non, c'est... Le pire n'est jamais certain, Catherine. C'est-à-dire... c'est-à-dire que si on est persuadé qu'on va échouer, il y a peu de chances qu'on réussisse. Et puis, comme disait si joliment Claude Lelouch, je remercie tous ceux qui m'ont dit non, ils m'ont permis de rencontrer ceux qui m'ont dit oui. C'est important, ça. Je suis effectivement consciente que quand on voit que le négatif dans une personne, ça crée pas une connexion ou je ne sais quoi. Enfin, mais si on voit le négatif dans une relation, si on n'y croit, pas, forcément ça peut pas marcher.
Surtout en amour. Bien sûr. Où on a tellement besoin d'illusions. Enfin, encore une fois, moi, je n'aime pas dire que l'amour est une illusion parce qu'on en a tellement besoin que c'est pas, ce serait ridicule de dire que c'est une illusion, comme le disent certains psychanalystes. L'amour, c'est de l'oxygène. C'est ce qui nous permet d'être meilleurs. C'est ce qui nous permet d'être heureux. C'est ce qui nous permet de vibrer. Donc, c'est formidable, l'amour. Mais si on part en disant ah, c'est gris, comment voulez-vous qu'on arrive à le faire durer, l'amour? Ben, je me disais peut-être qu'avec la confiance, le temps, on se détend. Mais faites-vous confiance à vous, oui. Oui. Faites-vous confiance à vous. Vous rencontrez un homme, donc arrêtez déjà de voir ce qui ne va pas. Faites-vous confiance que vous êtes quelqu'un de suffisamment bien pour qu'il ait envie de rester avec vous. Absolument. Après, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est pas toujours vrai. Hein. C'est pas toujours vrai. On peut faire des erreurs de casting. Et alors, comme disait Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Une histoire d'amour nouvelle, on aura appris. Vous aurez appris des choses. Voilà. C'est un pari. Bon, une relation, c'est toujours un pari. Oui, mais ça fait mal quand même. Et alors, ça, c'est l'aventure. C'est l'aventure, ma belle. Mais ce qui fait du bien fait aussi du mal. C'est la balance plaisir-douleur. L'aventure, c'est l'aventure. C'est ce qui te donne du plaisir, comme vient de dire Brigitte. Il y a l'autre face de la pièce qui est la douleur. Mais je ne sais pas si vous aimez le théâtre. Vous aimez le théâtre? Il y a une pièce très connue de Musset qui s'appelle On ne badine pas avec l'amour. Et ce fameux monologue de Perdiccas, moi je le connais par cœur, mais je ne vais pas le dire dans l'émission de Brigitte. Hein. À un moment donné, il dit « Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de ces êtres imparfaits et si méchants. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, mais on aime. » Et c'est ça qui compte. Bien sûr qu'on peut se tromper, on peut se blesser. Mais vous savez, Catherine, si on a peur de vivre, restons enfermés dans une cage et puis... Et vivre sa vie par procuration comme la femme de la chanson de Goldman, hein, qui met du vieux pain sur son balcon, vous voyez, à 70 ans, 80 ans. Voilà. Je suis pas loin. Comment ça, vous avez 70 ans? Non, mais vous n'avez pas une voix de 70 ans. L'envie de m'isoler et puis y aller, quoi. Eh ben ça, c'est les gens trop déçus. Vous voyez? Et relisez Le Petit Prince. C'est une erreur de ne pas vouloir retomber amoureux parce qu'un amour nous a déçus. C'est une erreur de ne pas vouloir un nouvel ami parce qu'on était... Je vous signale que vous avez fait beaucoup de citations. Il est temps qu'on arrête et qu'il soit 16h. Sinon, je suis obligée de vous virer. Vous connaissez... J'ai dépassé mon quota. Il me semble là que grâce à Catherine, vous avez dépassé votre quota. Hein. Catherine, en tout cas, vous êtes inspirante. Vous avez stimulé Christophe Médicis, au moins. Alors, qu'est-ce que vous trouvez de bien chez Christophe Médicis? Sa bonne humeur, sa joie de vivre, voilà. Voilà le saboteur qui s'est tué, mais c'est formidable. Je suis dans mon enthousiasme. Catherine, vous avez su faire taire votre saboteur, mais ça c'est une très très bonne nouvelle pour terminer. Bravo Catherine, vous êtes sur la bonne voie. Voyez qu'on peut faire taire son saboteur. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci à vous. Merci. Bon, en tout cas, Christophe Médicis, on voit bien qu'on est plus ou moins habité par un saboteur. On voit bien à quel point ça concerne tout le monde sur la Terre. C'est ça qui est génial. C'est sûr. Mais franchement, c'est important vraiment de comprendre qu'il ne nous veut jamais du bien. Jamais. Vous avez bien fait de la rectifier, Catherine. Mais il n'a jamais raison. Votre saboteur, c'est votre pire ennemi. Vous lui avez dit à Catherine. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde prenne conscience de ces petites voix qui sont de toute façon néfastes et qu'il faut leur tordre le cou. Voilà. Christophe Médicis, merci beaucoup. Merci, en tout cas, je rappelle ce livre, Libérer votre cerveau de son saboteur. C'est aux éditions d'Angle. Et je rappelle également votre dernier livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. C'est des éditions Lanor. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan, bien sûr. Et nous serons lundi avec Samuel Comblaise. On va aborder un sujet difficile, mais je crois qu'il est temps d'en parler. De plus en plus de jeunes monnaient leur corps. Donc, ça donne à la prostitution, pour dire les choses très clairement. Non seulement on va en parler, on va vous prévenir, et puis on va essayer aussi de comprendre pourquoi avec Samuel Comblaise qui travaille beaucoup justement sur ces sujets.